Bonjour, vous écoutez le 8e épisode d'Inclusion, le podcast de l'OSIM qui met en lumière les professionnels engagés pour une culture scientifique et des musées inclusifs. Cette semaine, nous accueillons Marie-Blanche Fourcade. Elle est chef de conservation et d'exposition au Musée de l'Holocauste de Montréal. Ce musée informe et sensibilise les publics sur l'Holocauste, l'antisémitisme, le racisme, la haine et l'indifférence. Il fait appel à notre responsabilité collective pour le respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine. Dans cet épisode, Marie-Blanche raconte la manière dont elle accompagne celles et ceux qui franchissent la porte de son bureau pour y déposer des objets mais aussi des témoignages. Son propos a été enregistré en mai 2019 lors du séminaire organisé par l'OSIM à Montréal sur le rôle social et inclusif des musées et centres de sciences. Je rencontre quand même toutes sortes de gens au quotidien dans mon bureau, ce sont mes donateurs. Et depuis quelque temps, je réfléchis à cette relation que l'on tisse en tant que conservateur avec des donateurs, surtout dans un contexte de mémoire très sensible comme celle de l'Holocauste. Donc juste quelques instants, quelques tout petits mots sur le musée. Donc le musée de l'Holocauste est un trésor bien caché à Montréal, mais il existe près du métro Côte-Sainte-Catherine. Nous sommes situés sur ce qu'on appelle le campus juif qui regroupe un certain nombre d'institutions et d'organisations. C'est un musée qui est né à la fin des années 70 par l'impulsion en fait de survivants de l'Holocauste qui se battaient pour un certain nombre de revendications, notamment celles que soit condamnable toute forme, toute manifestation de haine dans l'espace public. Évidemment, il y avait tout un travail de commémoration qui était fait, de rassemblement d'un certain nombre de preuves et de s'assurer que cette mémoire soit conservée. Et donc, dans cette volonté de conserver la mémoire, le musée est né. Et cette volonté de conserver la mémoire allait de pair avec une autre mission extrêmement importante qui était celle d'éduquer et de sensibiliser pour s'assurer que cette histoire ne se reproduise plus jamais, d'où le fameux Never Again. Voici en fait quelques photos des tout débuts du musée. Je reviendrai juste sur cette photo. Ce sont les fondateurs du musée le jour de l'ouverture officielle du musée, portant une urne des cendres d'Auschwitz qui sont dans notre salle de commémoration. Voici la mission de notre musée, donc informer et sensibiliser les gens de tous âges et de tous milieux sur l'Holocauste, ainsi que sur l'antisémitisme, le racisme, la haine et l'indifférence. Nous avons une collection d'à peu près 13 000 artefacts qui sont principalement issus des familles de survivants montréalais, donc de familles de survivants montréalais. Et pour certains, les objets viennent de soldats canadiens qui ont fait la guerre et qui sont venus avec quelques objets qu'ils nous ont donnés. Mais en grande majorité, ces objets viennent des familles de survivants, des survivants ou des familles de survivants. Donc on nous donne des objets personnels, des objets du quotidien, des objets intimes, des jouets, des jouets de l'enfance et de l'adolescence. Aujourd'hui, les survivants qui témoignent au musée, vous le comprendrez par un calcul très simple, étaient des enfants pendant l'Holocauste, des enfants cachés, ou en tout cas des enfants qui ont survécu. On reçoit beaucoup de papiers personnels, des documents d'identité, des livres, des films, des meubles, des photographies, des textiles. Donc c'est une collection qui est assez riche. Je me suis intéressée en fait au travail que l'on fait en tant que conservateur, au-delà des aspects très techniques, parce que je reçois dans mon bureau donc des survivants ou des familles de survivants qui souhaitent que leurs objets, que leurs biens personnels se retrouvent dans notre collection et pour toutes sortes de raisons.
la question de l'inclusion, donc de créer un lien humain autour de cette communauté, il vient principalement de cette relation à long terme que je développe avec mes donateurs. D'abord parce que cette relation, elle a besoin de prendre du temps pour être construite. Certaines personnes viennent et veulent signer les papiers tout de suite et repartir, mais pour beaucoup, on a besoin de créer ce lien de confiance parce que ce qu'on va conserver, c'est la mémoire d'une famille et c'est une mémoire qui a énormément de valeur. Et donc c'est un long cheminement, on me rencontre, on repart, on revient, parfois on revient une deuxième fois, on fait le tour du musée, on s'informe, enfin bref, c'est un parcours, c'est une relation de longue haleine, et lorsque l'on vient déposer l'objet au musée, on fait un enregistrement, j'enregistre en fait toute la conversation que nous avons, donc c'est quasiment une autre histoire de vie qui sort de cette rencontre, plus seulement l'histoire de vie des individus, mais aussi l'histoire de vie de ces objets. J'appelle ça ma collection underground, celle qui n'est pas mise sur le site web, mais qui est extrêmement riche pour me permettre de documenter les objets et de les mettre en valeur. Et j'ai réalisé que ce lien se créait, bon évidemment dans ce rituel, mais en réalité dans ce que j'appelle les interstices du protocole. Donc ce 30 secondes où je pars à la photocopieuse chercher le document à signer pour le transfert de propriété, dans un moment où on remet le manteau et puis tout d'un coup je comprends enfin la raison pour laquelle il y a don. Donc dans des tout petits moments qui en fait n'ont rien à voir avec ni l'enregistrement ni le réel protocole, mais bien dans tous ces petits moments informels. Et j'ai réalisé en fait que ce travail de don n'était pas unilatéral, parce qu'en réalité, en documentant la collection, en recevant ces objets, en recevant ces histoires, et puis je vais vous en parler un petit peu plus précisément, et en documentant ces objets, il y avait un rapport de don et de contre-don qui se faisait, et qu'au final, ce que l'on redonnait comme information changeait parfois, peut-être pas le cours d'une vie, mais le cours d'une mythologie familiale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en accueillant ces objets, on accueille aussi des préoccupations, des inquiétudes, donc à savoir où ces objets vont se retrouver une fois les parents décédés, une préoccupation aussi de s'inscrire dans une grande histoire, donc ça c'est plutôt positif, mais il faut accueillir cette préoccupation. Moi aussi j'ai participé à cette grande histoire et je ne veux pas que mon histoire s'arrête le jour de ma mort, mais bien m'inscrire dans un plus grand mouvement. Parfois aussi on vient réparer quelque chose, et justement je pense à un objet que j'ai ici en photo, le livre de Kristen. Donc je vais vous parler de cet exemple-là en particulier. Donc c'est une jeune femme d'origine allemande qui a épousé un Québécois, qui sont partis en vacances en Allemagne dans sa famille. Son mari québécois, très intrigué de voir ce livre, décide de le ramener au Canada, mais en même temps se dit que c'est pas possible de garder un livre comme ça chez soi. Donc souhaite le donner au musée. Donc c'est le conjoint finalement qui n'est pas propriétaire de ce livre qui pousse au don, et la jeune femme est extrêmement réticente. Et donc à force de discuter avec elle, on finit par faire le don, les papiers des transferts de propriété, et au moment où on se lève et pour se dire au revoir, merci beaucoup, et puis bref, les formules d'usage, la dame me regarde et me dit je me sens soulagée, j'ai l'impression de réparer quelque chose. Et donc là, on rentre dans une autre sphère, c'est-à-dire que le musée accompagne des processus donc de transmission, des processus d'inscription, mais aussi des processus de réparation. Et à partir du moment où on pose ce genre de geste, ça ne peut pas être une relation à court terme. En fait, on crée un lien pour toujours avec ces gens, parce que par le musée, on a externalisé la mémoire, on a permis de réparer des choses qu'on ne peut pas réparer toujours à l'intérieur, parce qu'en l'occurrence, ce livre-là, dans le cas de Kristen, ce livre-là était dans sa famille parce que son père avait des sympathies nazies, et qu'elle n'avait jamais pu les assumer, et que c'est pour ça qu'en fait elle était partie au Canada, enfin bref, toute son histoire faisant. Et donc en remettant ce livre au musée et en lui redonnant une place dans l'histoire, ce qu'elle n'avait pas pu réparer d'une certaine façon à la maison, elle l'avait réparé en sortant ce livre de chez son père et en l'installant, enfin le mettant au musée.
Dans certains cas, ce sont aussi des objets, je pense à cet autre exemple, ce monsieur est venu nous apporter ses cahiers de dessin et ses journaux intimes qui appartenaient à son père, mais vous savez, et je suis persuadée que vous le savez, mais dans le processus de transmission de cette mémoire, il y a eu énormément de blancs, énormément de ruptures, et beaucoup de survivants n'ont jamais raconté leur histoire à leurs enfants ou l'ont fait de façon très parcellaire. Et donc Thomas, lui, a eu ses cahiers quand son père est décédé, puis sa mère. Donc finalement, il s'est retrouvé le propriétaire de ces documents, les a fouillés, les a regardés, et bien sûr, les dessins, il était capable quand même d'en saisir un certain nombre de choses, mais tous les cahiers étaient en hongrois et il était incapable en fait de les lire. Alors ce qui s'est passé, et c'est un hasard, je parlais des hasards de rencontres, mais c'est aussi parfois des hasards d'équipes de musée. Dans notre équipe, on a une personne qui parle le hongrois. Et donc au musée, au moment même où on faisait ce transfert de propriété, ma collègue est venue et a traduit et a lu en fait les journaux intimes du camp de travail de son père qu'il n'avait jamais lu. Alors tout d'un coup, là on a un don, ces magnifiques cahiers que j'aurais fait bien des kilomètres pour les avoir, donc je suis très heureuse de les avoir, mais nous on a redonné quelque chose aussi, c'est-à-dire la voix de son père. Évidemment on n'a pas tout lu parce qu'il y avait des heures de traduction, et pour la première fois ce monsieur nous a dit « j'entends la voix, je reconnais mon père ». Dans des toutes petites écritures là, écrites au plomb, chaque jour ce qui se passait dans le camp, qu'il s'ennuyait, qu'il pleuvait, qu'il avait envie de rentrer à la maison. Puis bon, je vous passe l'ensemble des détails, mais tout d'un coup c'était la voix de son père qu'il entendait et c'est comme ça qu'il l'a formalisé. Alors autant vous dire que dans ce contexte-là, on a tous pleuré, mais ça c'est pas grave, ça fait partie du métier. Mais à partir de ce moment-là, on a créé un lien avec ce monsieur qui est revenu plusieurs fois pour visiter l'exposition. Et donc on essaye dès que possible en fait de créer ce lien au-delà du don, au-delà de ces émotions qui se passent dans ce bureau. Donc ce ne sont pas des activités, ce ne sont pas des grands projets, mais c'est simplement le quotidien qui fait que l'on tisse ces liens. Et ce qu'on s'est mis comme petite politique, c'est que dès qu'on utilise ces objets qui ont été donnés et dès qu'on a un lien avec le donateur, on envoie un courriel, on appelle et on essaye en fait de garder ce lien pour montrer que ces objets, on s'en sert et on en prend soin parce que ça c'est aussi l'une des grandes préoccupations. Donc moi finalement ce dont je voulais faire état, c'était pas nécessairement un projet d'intervention auprès des publics, mais de cette relation qui crée en fait autour de la collection un lien avec une communauté, cette communauté des donateurs qui sont les premiers finalement à nourrir le musée. Merci infiniment à Marie-Blanche Fourcade d'avoir partagé les liens mémoriels et de confiance qu'elle tisse avec les donateurs accueillis au musée de l'Holocauste. Vous pouvez découvrir les ressources complémentaires à son propos et les précédents épisodes d'inclusion sur la plateforme en ligne OSIM à l'écoute des savoirs en allant sur podcast.osim.fr. La saison d'inclusion n'est pas terminée, mais nous préparons la prochaine. Elle parlera des émotions. Ce thème vous inspire? Il fait écho à vos pratiques professionnelles, à un projet en particulier? Votre expérience pourrait inspirer un futur épisode. N'hésitez pas à nous contacter grâce au formulaire en ligne sur À l'écoute des savoirs. C'est l'onglet qui s'intitule Contribuer. À très bientôt.